Bienvenue dans ce bref module d'initiation à la notion d'innovation ouverte en lien avec les brevets et la propriété industrielle. Pour en savoir plus sur ces documents bien particuliers que sont les brevets, n'hésitez pas à consulter le tutoriel multimédia sur les brevets d'invention réalisé par l'URVIST de Paris avec le soutien de l'université PSL, disponible en ligne et ouvert à tous. Si vous fréquentez le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, il ne vous aura probablement pas échappé que les efforts de la communauté scientifique se déploient depuis plusieurs années, voire même décennies, autour d'une notion centrale qui est celle de l'ouverture de la science. La science ouverte, dont on dit aussi qu'il s'agit juste de science bien faite, vise à partager avec le public le plus large possible la science dans toutes ses dimensions et à toutes les étapes de sa réalisation. De la conception du projet de recherche aux publications qui en résultent et dont on parle plus fréquemment, mais aussi en passant par les protocoles appliqués, les logiciels utilisés ou encore les données sources produites ou récupérées. La taxonomie de la science ouverte, proposée ici par la plateforme Foster Open Science, présente les différentes branches de la science ouverte, donc dans un but didactique, mais il n'y est pas question d'une dimension assez spécifique de la recherche scientifique, à savoir l'innovation technologique, qui nous préoccupe ici comme pouvant faire l'objet de brevets d'invention. Alors, ce qu'on appelle couramment innovation ouverte, ou open innovation en anglais comme on aurait pu le retrouver dans l'arbre des taxonomies de Foster, c'est le fait de penser que pour être plus efficace et faire mieux progresser les connaissances scientifiques et technologiques, il vaut mieux travailler en collaboration qu'en compétition, et que cette collaboration gagne à être la plus large possible. Donc dans la dimension qui nous occupe, ça signifie qu'au lieu de se mener une guerre des brevets pour mieux se disputer des parts de marché, et d'accompagner ces brevets par une politique du secret, des savoir-faire notamment, pour maintenir un avantage compétitif, les entreprises ont plutôt intérêt à mettre en commun les connaissances qu'elles produisent et à travailler ensemble au développement de certaines technologies. Cette mise en commun des savoirs n'est pas non plus synonyme de développement anarchique tous azimuts, hein. Ça peut même tout à fait être encadré, parfois de manière très précise. Je vous renvoie pour en savoir plus à un document de synthèse rédigé par Nicolas Julien et Julien Pénin qui entre plus en détail dans ces formes que peut prendre l'innovation ouverte, selon notamment qu'elle consiste plus à attirer des connaissances extérieures vers une entreprise ou au contraire à faire développer par d'autres des connaissances nées au départ au sein d'une entreprise. En fin de compte, cette notion d'innovation ouverte, elle est finalement très liée à la dimension économique et financière de l'innovation, bien plus qu'à sa dimension scientifique. Mais pour aller plus loin que cette idée d'encourager un maximum de chercheurs et d'entreprises à collaborer entre eux pour faire progresser la connaissance, on trouve aussi l'idée qu'il est important d'associer à ces réflexions un public qui soit le plus large possible pour bénéficier de tous les talents possibles. Cette tendance est très liée au mouvement des makers, qu'on appelle aussi les bidouilleurs en français, et qui s'illustre par exemple au sein d'espaces participatifs de tiers-lieux comme les Fab Labs, où toute personne intéressée et passionnée peut participer à un projet technique ou en lancer un. De parfaits exemples de projets collaboratifs en innovation ouverte sont arrivés sur le devant de la scène ces dernières semaines du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. À cette occasion, vous en avez peut-être déjà entendu parler, l'entreprise Decathlon a mis à disposition les plans et méthodes de fabrication très précises d'un de ces masques de plongée, qui ont ensuite été repris par d'autres entreprises pour développer du matériel permettant de connecter ce masque à des respirateurs artificiels de façon à pallier la pénurie de matériel de réanimation classique. Dans la même lignée, tout un ensemble parfois assez hétéroclites de makers indépendants ou de petites entreprises ont aussi travaillé ensemble à proposer des équipements de protection de diverses sortes, notamment des visières fabriquées à l'aide de techniques comme l'impression 3D, et qui ont pu bénéficier justement des multiples améliorations, conseils et découvertes qui ont été mises en commun par leurs inventeurs pour ensuite être remis aux soignants dans un but de protection. On parle aussi dans ce type de projet un peu particulier d'innovation frugale, qui désigne des innovations, des inventions réalisées avec très peu de moyens financiers ou matériels,
ou encore des innovations qui détournent certains produits ou certains procédés de leurs applications initiales. L'innovation frugale n'est pas forcément synonyme d'innovation ouverte et inversement, mais pour ce genre de projets tels qu'on les a vus se développer pendant la crise du coronavirus, ça s'applique. Plein d'autres exemples d'innovation ouverte et collaborative ont été lancés au cours de cette période qui a vraiment donné un coup d'accélérateur et de projecteur à ce mouvement d'innovation ouverte qui est donc étroitement lié aussi au mouvement de science participative. Pour favoriser la collaboration et l'avancée dans un domaine technologique, on a vu donc qu'il est essentiel de disséminer le plus largement possible les connaissances qui le concernent. Or, finalement, les brevets sont un outil idéal pour cela, puisqu'on a vu que la contrepartie indispensable à la protection juridique accordée par le brevet, c'est la divulgation pleine et entière de l'invention que l'on souhaite protéger, avec des détails techniques qui souvent ne se retrouvent que dans la littérature brevet et pas dans des articles scientifiques, par exemple. Donc l'innovation ouverte, le fait de mettre à disposition des connaissances technologiques, ça n'est pas forcément antinomique avec le fait de breveter des inventions. La différence, c'est qu'une entreprise ou un laboratoire de recherche qui fait le choix de l'innovation ouverte tout en étant titulaire de brevet va s'abstenir d'exercer le droit d'interdire que lui procure le brevet. Concrètement, ça signifie que le titulaire des brevets va faire savoir qu'il renonce en principe à poursuivre les personnes qui vont utiliser les inventions décrites dans les brevets, tout en conservant la possibilité de le faire si certaines conditions ne sont pas respectées. Par exemple, si les réutilisateurs de l'invention brevetée la vendent à un prix exorbitant ou la détournent à des fins contraires aux valeurs de l'entreprise ou à quelques conditions que l'entreprise décide de fixer de son propre choix. Un exemple de cela, c'est l'entreprise Tesla qui avait annoncé en 2014 qu'elle renonçait à lancer des plaintes en violation de brevets contre toutes les personnes qui, de bonne foi, souhaiteraient utiliser ces technologies et notamment celles qui concernent les voitures électriques. L'intérêt de ce genre de prise de position pour les entreprises détentrices de brevets, surtout dans certains domaines technologiques de niche ou émergents comme les voitures électriques de Tesla, c'est de pouvoir partager avec d'autres les coûts de recherche et développement, de façon à améliorer plus vite les technologies concernées et ensuite faire croître les marchés potentiels. Le fait de suspendre son droit à interdire se développe aussi en situation de crise, comme celle que nous traversons actuellement en lien avec la pandémie de coronavirus. Compte tenu des circonstances exceptionnelles et de l'urgence sanitaire, certaines entreprises ont fait le choix de ne pas s'opposer à l'utilisation de leurs produits ou procédés brevetés, non pas cette fois-ci dans le but de gagner des parts de marché, ou enfin, en tout cas pas dans un premier temps, mais en vue du bien commun. C'est par exemple le cas de l'entreprise italienne Isinova qui a développé une valve appelée valve Charlotte pour relier le masque de plongée Decathlon dont on a déjà parlé à un dispositif d'assistance respiratoire. Sur le site internet de l'entreprise Isinova, celle-ci explique que le brevet protégeant la valve restera libre d'usage car il est dans son intention que tous les hôpitaux qui en ont besoin puissent l'utiliser si nécessaire. Elle déclare également qu'elle libère les dessins, concepts, processus et tout autre droit à la propriété intellectuelle relatif au dispositif Charlotte Valve, à titre gracieux, à la condition expresse qu'il ne soit pas utilisé à des fins commerciales, ce qu'on peut rapprocher de la condition NC pour non-commercial qu'on retrouve parfois dans certaines licences Creative Commons à propos de la réutilisation possible d'un article de recherche ou de données de recherche par exemple. On note en passant que d'une manière générale, cette exclusion de toute fin commerciale n'est pas toujours acceptée par certains tenants de la science ouverte, selon qui toute utilisation devrait être possible et facilitée par la mise à disposition des connaissances, donc y compris une application à but lucratif. Quand on se penche sur toutes ces possibilités d'ouverture de brevets, on peut légitimement se demander à quoi sert de déposer un brevet si on prévoit de ne pas exploiter le monopole exclusif qu'il confère sur l'invention brevetée. L'entreprise Isinova a répondu à cette question en expliquant qu'elle a pris la décision de breveter en urgence la valve Charlotte dans le but d'éviter toute spéculation sur le prix du composant.
Et en effet, il est tout à fait possible de déposer des brevets de manière défensive, c'est-à-dire pas tant pour se donner les moyens d'exploiter soi-même son invention dans les meilleures conditions possibles, mais pour empêcher les autres d'en tirer profit. Le fait que la valve Charlotte soit brevetée engage ses réutilisateurs à une sorte de contrat moral passé avec EasyNova, en permettant à l'entreprise de garder la main sur son invention. Et si le brevet continue à être maintenu en vigueur par le paiement d'annuités, rien n'empêcherait EasyNova de modifier les conditions dans lesquelles sa valve peut être exploitée. Il est possible que d'ici quelques mois, ce droit de réexploiter librement la valve Charlotte soit suspendu par EasyNova. Mais on peut se demander aussi si les dérives spéculatives auxquelles l'entreprise fait allusion n'auraient pas pu tout simplement être évitées par une divulgation classique de l'invention, qui empêcherait donc quiconque de breveter la valve à son tour, du fait d'un défaut de nouveauté. D'autres inventeurs au cours de l'histoire ont préféré jouer cette carte et renoncer au brevet qu'ils auraient pu déposer. C'est par exemple le cas du médecin suisse Didier Pittet, qui a choisi de ne pas déposer de brevet sur la formule du gel hydroalcoolique, encore bien utile en ce moment, de Pierre et Marie Curie, qui ont renoncé à déposer un brevet sur la méthode d'extraction du radium, ou encore du chercheur américain Jonas Salk, qui a choisi en 1955 de ne pas breveter le vaccin contre la poliomyélite, renonçant par là à l'équivalent estimé de 7 milliards de dollars. On voit donc qu'il existe un double mouvement en apparence assez contradictoire entre la mise à disposition de la connaissance scientifique sous toutes ses formes et le souhait de valoriser ces connaissances dans le cadre d'une possible application industrielle, qui s'exprime parfois sous forme de brevet. Comme le relève le juriste et bibliothécaire Lionel Morel dans un de ses articles, le livre blanc publié par le CNRS en 2016 et intitulé « Une science ouverte dans une république numérique » précise que la science ouverte ne doit pas faire obstacle aux enjeux économiques de la recherche et que la mise à disposition des données scientifiques sur des plateformes open science ne doit pas aller à l'encontre de la valorisation des données, notamment par le brevet, du respect des secrets et des dispositions spécifiques telles que les zones à régime restrictif, et du respect des règles contractuelles de confidentialité. Les établissements publics sont encouragés à exercer leurs droits de propriété industrielle sur les inventions de leur personnel, notamment parce que les titres de propriété industrielle et les revenus qui en sont tirés servent à l'évaluation des structures de recherche et des chercheurs en France. D'autres pays, comme le Danemark, dont Lionel Morel développe l'exemple, ont fait le choix de demander à leur secteur public de mettre les résultats innovants de leurs recherches librement à la disposition de tous. Mais en France, les chercheurs se trouvent bien souvent tiraillés donc entre d'un côté le besoin de protéger jalousement leurs inventions et les matériaux scientifiques qui les sous-tendent, du fait notamment de coopération avec des financeurs privés ou simplement parce que leur institution de rattachement souhaite protéger l'invention, et d'un autre côté, l'incitation à publier en libre accès et à ouvrir leurs données. Cette incitation devient même une obligation quand les recherches ayant permis de mener à bien ces travaux sont financées par des organismes publics ou par certains bailleurs de fonds qui soutiennent la science ouverte. Donc je vous laisse imaginer la schizophrénie possible pour le chercheur qui se trouverait pris entre ces deux injonctions contradictoires, quand bien même la position des financeurs de la recherche penche actuellement en faveur d'une science aussi ouverte que possible, mais aussi fermée que nécessaire. Quand on se penche sur le cadre juridique des données de la recherche, il est bien précisé en droit français que les informations contenues dans des documents sur lesquels les tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ou les informations en lien avec le secret industriel et commercial n'ont pas à être publiées. Alors, le principe, c'est que les brevets s'appliquent à ce qu'on appelle des inventions qui ne sont pas en elles-mêmes des données, en fait. L'invention, d'après le code de propriété industrielle, c'est un procédé technique qui répond à un problème technique. Donc, en soi, le brevet ne va jamais porter sur les données directement. Il va plutôt porter sur le procédé qui peut s'appuyer, en fait, sur des données. Donc, ça nous amène à la question de savoir comment on articule la question du dépôt de brevet au régime qui s'applique aux données. Pour obtenir un brevet, il faut faire attention à ne pas avoir fait ce qu'on appelle une révélation d'antériorité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir rendu public auparavant une invention
pour être en mesure de déposer valablement un brevet. Ça se fait normalement à l'INPI, à l'Institut de la propriété intellectuelle. On va faire une procédure où on va demander le brevet sur l'invention. Et là, l'INPI va vérifier s'il n'y a pas eu une révélation d'antériorité, s'il n'y a pas eu une publication auparavant de l'invention. Donc la manière dont on articule la publication des données et le dépôt de brevet, c'est qu'en fait, il faut attendre d'avoir obtenu le brevet pour révéler les données sous-jacentes. Une fois qu'on a obtenu le brevet, on peut publier les données sans avoir risqué de perdre le bénéfice du brevet. Il n'y a aucune difficulté. Le seul point délicat, donc, c'est d'articuler cette période qui peut être assez longue, en fait, parce qu'un dépôt de brevet, ça prend plusieurs mois, en fait. Et à ce moment-là, une fois qu'on a le brevet, on peut diffuser les données associées. Attention, si une thèse de doctorat contient des éléments susceptibles de faire l'objet d'une demande de brevet, le fait de communiquer la thèse à des rapporteurs en vue de la soutenance, ainsi que la soutenance de la thèse en public, seront considérés comme des divulgations de l'invention décrite et pourront donc empêcher la délivrance du brevet pour défaut de nouveauté. En tant que bibliothécaire, si vous recevez des doctorants qui viennent vous déposer leur thèse avant soutenance, pensez bien à leur recommander de faire signer des accords de confidentialité aux membres du jury de soutenance, de demander une soutenance à huis clos et de demander la confidentialité de la thèse tout en leur rappelant bien que le délai de confidentialité doit être raisonnable. Les textes juridiques ne sont pas clairs sur ce que peut être un délai raisonnable de confidentialité pour une thèse pour des raisons de propriété industrielle. Mais on peut penser qu'au-delà de 3 ans, une personne qui souhaiterait prendre connaissance du contenu de la thèse pourrait déposer un recours devant la commission d'accès aux documents administratifs. C'est également l'occasion de rappeler que la période de confidentialité peut déboucher sur une diffusion de la thèse sur Internet, et pas seulement une diffusion restreinte au sein de la communauté universitaire. D'une manière générale, plus vite la thèse sera diffusée en ligne, et plus le doctorant va œuvrer en faveur de l'ouverture de la science, tout en ayant préservé ses droits de propriété industrielle à l'aide de la confidentialité. De même, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à alerter des chercheurs qui seraient sur le point d'intervenir lors d'un colloque, en leur conseillant de se tourner vers la cellule valorisation de leur université pour préparer leur discours de façon à ne rien divulguer oralement de leur invention. En revanche, sachez que le fait de soumettre un manuscrit d'article à une revue pour publication n'est pas considéré comme une divulgation, car les éditeurs de la revue sont soumis au secret professionnel. Une fois que la demande de brevet a été déposée et enregistrée, aucun problème pour parler de l'invention, pour publier à son sujet et mettre le texte de la publication en question à libre disposition. Toutefois, dans les faits, les spécialistes de propriété industrielle recommandent souvent d'attendre la publication officielle de la demande de brevet, qui intervient environ 18 mois après le dépôt de la demande, car il peut arriver que la demande de brevet soit retirée au cours de cette période pour des raisons stratégiques. Vous pouvez également rappeler aux chercheurs avec qui vous discutez que ce n'est pas parce que le texte d'une publication décrivant une invention aura été diffusé en libre accès dans des conditions qui autorisent sa libre réutilisation, y compris commerciale, que l'invention décrite le sera. Le libre accès est donc compatible avec la propriété industrielle. Les thèses de doctorat sont des documents dans la diffusion desquels les bibliothécaires jouent un rôle prépondérant et qui peuvent parfois s'avérer fondamentaux pour la valorisation et l'exploitation d'une invention ou d'une nouvelle technologie. Cela implique de prêter attention à certains points concernant leur traitement. Parce qu'ils assurent des missions de service public, les bibliothécaires, y compris non titulaires, sont par nature soumis à un devoir de réserve et de discrétion professionnelle qui s'étend à tous les documents qu'ils manipulent. Ils peuvent donc traiter des thèses confidentielles sans avoir à signer d'accords de confidentialité supplémentaires. En retour, il est exigé d'eux qu'ils mettent tout en œuvre pour faire en sorte que le public ne puisse pas avoir accès à ces thèses confidentielles. Il est donc recommandé aux établissements qui traitent des thèses confidentielles d'avoir un protocole interne
claires pour le traitement de ce type de document aussi bien en amont qu'en aval de la soutenance. Il peut arriver que ce protocole soit réclamé par un juge dans le cadre d'une action en justice pour contestation de brevet par exemple. Si la soutenance a lieu à huis clos et que la thèse est déclarée confidentielle, il est certain que l'invention décrite dans la thèse ne pourra pas être considérée comme divulguée avant la date de fin de confidentialité. En revanche, la situation peut se compliquer pour une thèse qui n'aurait pas été déclarée confidentielle. Il peut arriver que la thèse ne soit pas identifiée comme pouvant contenir des informations en lien avec une invention brevetable. Auquel cas, si une demande de brevet est tout de même déposée sur l'invention décrite dans la thèse, on va se poser la question de savoir à quelle date la thèse aura été mise à la disposition du public, que ce soit sur Internet, sur intranet ou au format papier pour les thèses plus anciennes. Là encore, il est recommandé aux établissements de se doter d'un protocole interne décrivant les délais selon lesquels les thèses non confidentielles sont traitées par les services concernés. Enfin, toujours dans le cadre d'une recherche d'antériorité à propos d'une demande de brevet, il est possible qu'un établissement de soutenance soit sollicité par un juge pour fournir une preuve de la date effective d'une soutenance, des conditions de la soutenance en question, à huis clos ou en public, ou encore des conditions de consultation d'une thèse. Il s'agit de données publiques que des tiers seraient légitimes à demander au titre du droit d'accès aux documents administratifs. Il faudra s'assurer néanmoins que ces données ne sont pas protégées par d'autres droits comme celui du respect de la vie privée par exemple. Dans tous les cas, si vous êtes contacté par des cellules de propriété industrielle, adressez-vous au service juridique et au délégué général à la protection des données de votre établissement.